La parole est à Madame Maude Olivier, rapporteure de la commission spéciale. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Madame la Présidente de la Délégation aux droits des femmes, mes chers collègues. Après 18 mois de navette parlementaire, la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel est soumise à notre examen en deuxième lecture. Elle s'inscrit dans la continuité des lois contre les violences faites aux femmes votées depuis plusieurs années, de la pénalisation des violences conjugales, du harcèlement sexuel et de la criminalisation du viol. Tous ces textes ont posé des interdits pour extraire la violence de la sexualité. Il ne manquait plus que la prostitution. Nous y sommes. Je le disais lors de la première lecture, dans une société où le corps des femmes peut constituer une marchandise, l'égalité femmes-hommes n'est pas possible. Dans une société où les hommes sont considérés comme des êtres dotés de pulsions sexuelles irrépressibles, synonyme de virilité, l'égalité femmes-hommes n'est pas possible. Et là où l'égalité femmes-hommes n'existe pas, les violences faites aux femmes perdurent. C'est en imposant une toute autre image des femmes dans l'opinion publique que nous pourrons éliminer durablement les violences faites aux femmes, dont la prostitution en est l'expression la plus criante. Notre Assemblée a montré sa détermination en décembre 2013 en adoptant à 66% le texte dans sa version abolitionniste, c'est-à-dire qui donne les moyens à notre société de lutter contre ce qu'elle considère comme une violence et d'en protéger les victimes. Notre détermination, nous l'avons ensuite montrée en inscrivant rapidement ce texte à l'ordre du jour une fois adopté par le Sénat et en rétablissant en commission les 4 piliers de la proposition de loi initiale. Le renforcement de la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, la dépénalisation des personnes prostituées et l'accompagnement de celles et ceux qui souhaitent sortir de la prostitution, la prévention et l'éducation à l'égalité, la responsabilisation des clients par l'interdiction d'achat d'actes sexuels. Ces 4 piliers sont indissociables. Ils font cohérence de ce texte qui vient combler les manques de notre législation pour que la France soit véritablement un pays abolitionniste au-delà de la signature de textes internationaux. L'actualité de ces derniers mois a montré la nécessité d'agir sur chacun de ces 4 piliers. Tout d'abord, sur le renforcement de la lutte contre la traite et le proxénétisme. Notre législation est déjà parmi les plus sévères au monde et c'est ce qui nous permet d'avoir un nombre de victimes relativement moins important qu'ailleurs. Mais un champ reste non couvert et il est en plein développement. Il s'agit d'Internet. J'entends les opposants à la pénalisation des clients nous dire de nous concentrer sur les réseaux de proxénètes. Et dans le même temps, ils rejettent la disposition permettant aux FAI et hébergeurs de mettre en place un dispositif pour signaler les sites liés au proxénétisme et à la traite des êtres humains. On ne peut pas nous reprocher de ne pas lutter contre le proxénétisme et refuser de travailler sur le seul champ de notre législation qui soit épargné. Nous le savons, les réseaux sont bien organisés et paient grassement des juristes et des avocats pour analyser nos lois. C'est la raison pour laquelle les sites Internet proposant des services sexuels sont domiciliés à l'étranger, à l'abri de notre législation. Il nous faudrait donc harmoniser nos législations en Europe et dans le monde pour que certains pays ne fassent plus du proxénétisme un secteur d'activité légal, comme en Allemagne ou en Suisse. C'est mon souhait, j'y travaille. Mais en attendant, rendons la vie difficile au réseau. Ce marché que représente la prostitution rapporte des sommes considérables aux proxénètes. On sait par ailleurs qu'elle finance des réseaux mafieux et terroristes. Parmi les ressources du groupe terroriste Daesh, il y a des revenus générés par les réseaux de prostitution, ces femmes dont on ne parle pas ou pas assez. Il a été montré, par exemple, que les femmes enlevées par Boko Haram sont revendues aux filières nigérianes de la prostitution. 50% des personnes prostituées en Grande-Bretagne sont nigérianes, 20% en France. Avec les prises d'otages, la prostitution rapporterait à Boko Haram entre 500 000 et 2 millions d'euros par mois. Aujourd'hui en France, le chiffre d'affaires de la prostitution serait de 3,2 milliards d'euros, selon la récente étude Proscost. Cette étude a par ailleurs l'intérêt d'estimer le coût économique et social de la prostitution supportée par la France. 1,6 milliard d'euros par an. Celles et ceux que les arguments progressistes et humanistes ne convainquent pas pourront être sensibles peut-être à ce chiffre et verront ainsi peut-être l'intérêt d'investir dans la prévention, le développement d'une politique de sortie de prostitution, la répression du proxénétisme et le découragement de la demande. En commission, nous avons rétabli l'abrogation du délit de racolage,
Alors que la France reconnaît depuis plus de 50 ans que la prostitution est une violence, nous en pénalisons les victimes. Celles qui sont contraintes de tarifer un acte sexuel pour nourrir leurs enfants, celles qui enlevées à leur famille, vendues à des réseaux et exploitées sexuellement, celles qui subissent 10, 15, 20 rapports sexuels par jour peuvent être condamnées à une amende de 3 750 € et à de la prison. Cela n'a pas de sens. Nous l'avons vu ces derniers mois, notamment avec les témoignages de victimes dans le cadre du procès du Carlton. Celles que l'on appelle escortes ou prostituées de luxe ont expliqué que la réalité de leur activité n'est pas différente des autres personnes prostituées. La violence des clients, le frigo vide à remplir. Je reprendrai ici les mots d'un éditorial d'un quotidien en février. Nous ne sommes plus dans la fiction ou le fantasme, mais dans la terrible réalité quotidienne de ces femmes poussées à surmonter leur peur et leur dégoût parce qu'elles n'avaient plus d'autre choix. Ces victimes de la prostitution qui souhaitent en sortir, notre société doit les considérer et leur en donner les moyens. C'est l'objectif du parcours de sortie et du fonds qui doit permettre sa réalisation. La proposition de loi prévoit également de renforcer la prévention des pratiques prostitutionnelles et l'éducation à l'égalité et à la sexualité. Nous savons que dans les collèges, dans les lycées, la pornographie prend une place importante dans la découverte de la sexualité. Une pornographie extrêmement violente qui ne donne en rien l'image d'une sexualité, du désir partagé. Les attouchements sexuels par des collégiens de 10 et 11 ans dont il a été question le mois dernier montrent, s'il en était encore besoin, la nécessité de ces interventions. Ce texte aura mis du temps avant de revenir devant nous, mais cela a permis une prise de conscience des réalités de la prostitution dans notre société. L'image de la fille de joie a pris du plomb dans l'aile. Et le client de la prostitution est désormais reconnu comme un acteur à part entière de ce système. Il ne peut plus être aveugle à la réalité de la prostitution, particulièrement mise en lumière ces derniers mois. Il ne peut pas être maintenu dans l'impunité. Il doit être tenu pour responsable de la violence qu'il fait subir à travers ce rapport sexuel contraint et du financement des réseaux proxénètes et de traite. Il faut inscrire clairement dans notre droit qu'acheter un acte sexuel est interdit. Je tenais à remercier vivement plusieurs personnes qui ont contribué à cette prise de conscience. Les associations qui accompagnent les personnes prostituées au quotidien d'abord, celles qui ont sensibilisé sans relâche les partenaires, les médias et la société en général, les organisations féministes et de jeunesse qui y ont également contribué. Et j'ai une pensée particulière pour celles qui se nomment les survivantes de la prostitution. Elles osent prendre la parole pour dénoncer cette violence. Je voulais saluer bien sûr Rosen Ischer et sa détermination à faire évoluer notre société pour nos filles, pour nos petites filles, même s'il faut pour cela marcher 800 km et aller convaincre des gens, des élus. Elle a fait beaucoup. Merci aussi à Laurence Noël, qui a mis des mots sur ce qu'elle a vécu dans un ouvrage important qui s'intitule « Renaître de ses hontes ». Je veux saluer les nombreuses évolutions sur cette proposition de loi que l'on doit au travail des sénatrices et sénateurs. La navette parlementaire a fait apparaître plusieurs points de convergence et des dispositions ont été améliorées par le Sénat. Nos désaccords sur les questions fondamentales du délit de racolage et de l'interdiction de l'achat d'actes sexuels doivent trouver une issue favorable. Nous avons tous conscience des enjeux. L'abolition de la prostitution a toujours été un objectif transpartisan et notre travail dans cette Assemblée en est la preuve. Mais je veux aussi remercier l'ensemble de mes collègues députés pour la qualité de nos échanges en commission la semaine dernière, qui ont permis de rétablir l'équilibre général et la cohérence du texte que nous avions voté en 2013. Mesdames et messieurs les parlementaires, plusieurs pays ont déjà franchi le pas. Le Canada et l'Irlande du Nord se sont dotés de législations abolitionnistes, comme la Suède avant elle, la Norvège et l'Islande. La France est à son tour très attendue. Il faut maintenant aboutir rapidement pour les victimes, pour protéger ces femmes et ces enfants parmi les plus pauvres du monde d'être vendus à des fins d'exploitation sexuelle. Pour conclure, je voudrais citer une féministe ministre suédoise qui a dit « Il faut proposer un autre modèle de société à nos jeunes. Un monde où il y aurait 50% de femmes au pouvoir et aucune sur le trottoir. » Je vous remercie.